Michael, dis-moi qu'il n'est pas marié. S'il te plaît. J'ai épousé le mari de quelqu'un d'autre. J'ai divorcé et j'ai déménagé en Europe il y a 3 mois. Le week-end dernier, mon ex-femme a appelé, en pleurs le jour de son mariage avec un autre homme. La suite? Complètement dingue. Donc, me voilà assis dans mon appartement à Zurich, à regarder la pluie, et à me dire à quel point c'est tordu de pouvoir ressentir tout et rien à la fois, tu vois? 3 mois que j'ai signé les papiers, mettant fin à 12 ans avec Émilie. 3 mois que je l'ai regardée sourire en démolissant notre vie, comme si elle signait un autographe. L'appartement était encore assez vide. Quelques cartons, une chaise, un matelas Ikea que j'ai monté moi-même, avec 3 vis en rab. Mais c'était à moi. Le silence était à moi aussi. J'avais accepté un poste de consultant en informatique en Suisse 3 semaines après la prononciation du divorce. Timing parfait, comme si l'univers me tendait une voie de secours avec un panneau clignotant. Mon téléphone était face contre table, sur le rebord de la fenêtre. J'avais pris cette habitude, comme si, en ne voyant pas l'écran, les notifications n'existaient pas. Mais je le sentais quand même là, lourd de choses que je ne voulais pas savoir. Tyler, mon coloc de fac et témoin, avait appelé il y a 3 jours. Il avait utilisé cette voix douce que les gens prennent quand ils sont sur le point de t'annoncer que quelqu'un est mort. Émilie se marie, qui l'a dit? Ce samedi. Avec Brandon. Ce type. Brandon. Brandon. Bien sûr que c'était Brandon. Dans Parfaite, start-up dans la tech, appartement stylé avec briques apparentes et vue sur la baie. Brandon, qui avait été son collègue pendant 2 ans avant de devenir son épaule sur laquelle pleurer. Puis, finalement, l'homme qu'elle aimait. Brandon, qui n'a probablement jamais eu 3 vis en rab quand il montait un meuble. Ils font ça au Grand Plaza, Tyler a poursuivi. Gros mariage, 200 personnes. Elle poste des trucs sur Instagram, elle appelle ça sa 2e chance au bonheur. 2e chance, comme si notre mariage n'était qu'un galop d'essai. Maintenant, c'était samedi soir à Zurich, ce qui voulait dire après-midi à San Francisco, ce qui voulait dire que le mariage était probablement en train de se dérouler en ce moment même. Émilie en blanc, de nouveau, marchant vers un type qui n'était pas moi. J'ai ramassé mon téléphone. 43 notifications. Instagram. Surtout des identifications de personnes qui pensaient que j'aimerais voir ça. J'ai ouvert Instagram comme on ouvre une lettre dont on sait qu'elle contient de mauvaises nouvelles. Première photo, Émilie et Brandon sur les marches du Grand Plaza. Sa robe était bustier et moulante, son costume bleu marine parfaitement taillé. Ils riaient, une vraie joie qu'on ne peut pas truquer sur les photos. Derrière eux, 200 témoins de leur bonheur. J'ai fait défiler d'autres photos. La cérémonie, la réception. Demoiselle d'honneur en rose poudré, garçon d'honneur en bleu marine assorti. Puis je l'ai vu. Une photo de coupant le gâteau. Mais ce n'était pas le gâteau qui m'a arrêté. C'était la femme debout derrière eux, en partie cachée mais toujours visible. Une femme d'une 60aine d'années avec des cheveux argentés et une robe vert jade, et une expression que je connaissais parce que je l'avais moi-même portée pendant des mois avant le divorce. Elle avait l'air de quelqu'un qui savait quelque chose. Ça a fait mal. La légende était de quelqu'un qui s'appelait Jennifer, une des collègues d'Émilie. Tellement heureuse que j'en éclate. Meilleur mariage de tous les temps. Mariage de conte de fées. Véritable amour. Mais là, enfoui dans les commentaires, il y avait autre chose provenant d'un conte que je ne reconnaissais pas, belle cérémonie, quand même. Je me demande si la femme du marié sait qu'il est en voyage de noces. J'ai halté. J'ai cliqué, mais c'était déjà parti. Supprimé. Effacé. Mais je l'avais vu. Ces mots étaient réels. Puis mon téléphone a commencé à sonner. Le nom d'Émilie s'est allumé sur l'écran. Émilie, qui ne m'avait pas appelé une seule fois depuis le divorce. Émilie, qui ne m'avait parlé que par l'intermédiaire d'avocats. Émilie m'appelait le jour de son mariage. J'aurais dû laisser la messagerie prendre le relais, mais tu sais ce que sont les reçus de voiture? C'est la preuve que tu as payé pour quelque chose. Parfois, il faut juste savoir ce qu'on a acheté. J'ai répondu. Michael. Sa voix était tendue, tremblante. J'ai besoin que tu me dises quelque chose. Tu savais pour Brandon? Tu étais au courant. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Émilie,
Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je suis en Suisse. Je suis ici depuis 3 mois. Puis astérisque astérisque astérisque, a-t-elle chuchoté. Puis plus fort, puis astérisque astérisque astérisque. Puis astérisque astérisque astérisque. Puis astérisque astérisque astérisque. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle avait déjà raccroché. Je suis resté là avec le téléphone à la main, en pensant à ce commentaire, le commentaire supprimé. La femme en robe vert jade. Astérisque, je me demande si la femme du marié sait qu'il est en voyage de noces, astérisque. Femme. Pas ex-femme, femme. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait ce que n'importe quel consultant en informatique ferait. J'ai commencé à chercher, Brandon Collins, Startup Tech San Francisco, son LinkedIn, site web de l'entreprise, fil Twitter plein de citations motivantes. Puis, enfoui à la page 3 des résultats Google, je l'ai trouvé. Un article de Potin mondain d'il y a 2 ans. Un gala de collecte de fonds. La photo montrait Brandon en smoking, le bras autour d'une femme en robe argentée. La légende disait, Brandon Collins, PDG de NextGen Technology, et son épouse, Jessica Collins, au gala annuel de l'innovation. Épouse, Jessica Collins, il y a 2 ans. J'ai cherché davantage. J'ai trouvé leur faire-part de mariage datant de 4 ans plus tôt. Des photos d'eux à des événements au cours des 5 dernières années. La preuve d'un mariage en bonne et due forme qui avait lieu en même temps que la relation de Brandon avec Emily. Mes mains tremblaient. J'ai cherché des actes de divorce. Rien. Pas de séparation légale, pas d'annonce. Puis j'ai trouvé la page Facebook de Jessica, dont les paramètres de confidentialité étaient suffisamment lâches pour que je puisse voir sa photo de profil datant d'il y a 3 semaines. Jessica, souriant à l'objectif, portant une alliance, se tenant dans ce qui ressemblait à l'appartement qu'Emily avait l'habitude de fréquenter. Brandon Collins était toujours marié, ce qui signifiait qu'Emily venait d'épouser un homme marié. Son mariage de conte de fées était bâti sur un mensonge qui s'écroulerait à la seconde où quelqu'un y jetterait un coup d'œil. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Emily. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je fixais les mots. Toutes les fois où j'avais voulu l'entendre supplier pendant le divorce. Maintenant, elle avait besoin de moi. J'aurais pu ignorer. J'avais gagné le droit de la laisser souffrir seule. Mais voilà, quand on est celui qui s'est fait larguer, on sait exactement ce que ça fait d'être laissé en plan quand on a le plus besoin de quelqu'un. Et on a le choix. On peut devenir le connard qui nous a fait du mal, ou on peut être meilleur. J'ai répondu, je t'appelle dans 10 minutes. Mais d'abord, qu'est-ce qu'elle a dit, l'invité? La réponse est arrivée presque immédiatement. Elle a dit, la femme de Brandon veut récupérer son mari. D'un coup, l'histoire que je pensais connaître s'est transformée en autre chose. Je l'ai rappelé. Michael. Elle a répondu avant la première sonnerie. Juste mon nom. Mais la façon dont elle l'a dit, tout haletante et désespérée, me disait tout. Raconte-moi ce qui s'est passé, ai-je dit. Elle a inspiré, tremblante. Le mariage était parfait. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. La cérémonie était magnifique. Les vœux étaient parfaits. Brandon a pleuré. J'ai pleuré. Tout le monde a pleuré. J'ai attendu. La réception était au Grand Plaza Ballroom. 200 personnes. Tout le monde qu'on connaissait. Le dîner était incroyable. Filet mignon et bar chilien. Un champagne qui coûtait plus cher la bouteille que tout notre budget bar pour le mariage. Notre mariage. Elle n'arrêtait pas de dire notre mariage alors qu'elle voulait dire le mien et le sien. Tout était parfait. Jusqu'au discours. Elle a continué. Le père de Brandon a commencé, puis ma mère, puis le témoin. Tout normal. Et puis cette femme s'est levée. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle n'était pas sur la liste des invités. À quoi elle ressemblait? Plus âgée. 60 ans peut-être. Des cheveux argentés. Une robe verte. Vert jade. Elle s'est approchée du micro comme si elle avait tous les droits d'être là. Et elle a souri. Et elle a dit. La voix d'Emily a baissé jusqu'à un murmure. Elle a dit, je suis Patricia Anderson, et je suis ici pour Jessica Collins, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui parce qu'elle est à la maison avec la grippe.
Jessica voulait que je vous félicite et que je rappelle à Brandon qu'elle l'attendrait à son retour de lune de miel. En tant qu'épouse depuis 4 ans, elle est très compréhensive concernant ses activités extra-conjugales. Le silence qui a suivi a dû être énorme. 200 personnes dans une salle de bal, les coupes de champagne figées, tout le monde essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Qu'est-ce que Brandon a fait ?» ai-je demandé. Il s'est levé. Il était pâle. « Mon Dieu, Michael, je n'ai jamais vu quelqu'un devenir aussi blanc aussi vite. » Il a dit qu'il y avait eu une erreur. Il a essayé d'en rire, a dit que c'était juste une blague. Très drôle. Ah. Passons à autre chose. Mais Patricia n'avait pas fini. Elle a sorti son téléphone, a dit qu'elle avait Jessica en appel vidéo, a demandé si nous voulions faire sa connaissance. La voix d'Emily s'est brisée. Brandon a couru. Il s'est littéralement enfui de la salle de bal. Il m'a juste laissé là, à notre mariage, devant 200 personnes. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis restée là comme une idiote. Patricia était toujours au micro, disant que Jessica avait des soupçons depuis 1 an, mais qu'elle n'avait eu la confirmation que récemment. Qu'elle avait engagé un détective privé, qu'elle avait des preuves, des reçus, des photos, des textos, tout. Margaret est la mère de Jessica, a terminé Emily. La mère de Jessica a saboté mon mariage pour dénoncer la bigamie de son gendre. Bigamie. Le mot planait là. Emily, ai-je dit prudemment, avais-tu la moindre idée que Brandon était marié? Non. Mon Dieu, non. Comment aurais-je pu? J'étais tout le temps dans son appartement. J'ai rencontré ses amis, sa famille, ses partenaires commerciaux. Il n'y avait pas de femme, pas de signes, rien. Mais il y avait eu des signes. Il y en a toujours. Où es-tu maintenant, ai-je demandé. La suite nuptiale au Grand Plaza. Je me suis enfermé après que Brandon se soit enfui. Patricia est partie. La plupart des invités sont partis. Ma mère est en bas et essaie de gérer la situation. Le père de Brandon hurle à propos de procès. C'est un cauchemar. Je l'ai entendu pleurer. Pas des larmes délicates, les pleurs de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer. Emily, ai-je dit, surpris par la douceur de ma voix. Pourquoi tu m'as appelé? La question l'a prise au dépourvu. Je ne sais pas, dit-elle enfin. Tu as été la première personne à laquelle j'ai pensé. C'est dingue, non? Je t'ai quitté. J'ai divorcé de toi. J'ai épousé quelqu'un d'autre. Et quand tout s'est effondré, c'est toi que j'avais besoin d'appeler. Il y avait quelque chose de presque drôle là-dedans. D'une manière cosmique, du genre l'univers a un humour tordu. Tu as parlé à Brandon, demandai-je. Il n'arrête pas d'appeler, d'envoyer des textos. Il dit que c'est compliqué et que Jessica est sa femme sur le papier, mais qu'ils sont séparés depuis 2 ans. Qu'il allait divorcer, mais que c'était le bordel à cause de la boîte. Qu'il m'aime, que ça ne change rien. Tu le crois? Je ne sais plus quoi croire. Je me suis dirigé vers ma fenêtre. La silhouette de Zurich s'illuminait immeuble après immeuble. Emily, écoute. Il faut que tu réfléchisses clairement. Si Brandon est séparé de Jessica depuis 2 ans, pourquoi personne ne le sait? Sa famille le saurait, non? Ses amis, ses associés? Il dit qu'il a gardé sa secret à cause de la boîte, parce que les investisseurs n'aiment pas l'instabilité dans la direction. Qu'il attendait le bon moment. Et tu penses que le bon moment, c'était après avoir épousé quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi penser. J'entendais la panique monter dans sa voix. Ok, dis-je. Voilà ce que tu vas faire. Premièrement, tu arrêtes de répondre aux appels de Brandon. Tu bloques son numéro pour ce soir. Tu as besoin d'espace pour réfléchir. Deuxièmement, tu demandes à ta mère de trouver tout ce qu'elle peut sur Patricia Anderson et Jessica Collins. Si Patricia s'est pointée avec des preuves, c'est qu'elle a une raison. Découvre laquelle. Troisièmement, tu retires cette robe de mariée, tu commandes un room service, tu te sers le whisky le plus cher du minibar et tu laisses tes émotions te submerger. N'essaie pas de réparer les pots cassés ce soir. Je ne veux pas ressentir ça. Je sais. Mais tu devras le faire tôt ou tard. Autant que ce soit maintenant. Elle a ri. Un son brisé, mais un rire quand même. Quand est-ce que tu es devenu si sage?
Ils mettent de la sagesse dans le chocolat, ici, dis-je. Un autre rire brisé. Michael? Ouais. Je suis désolé. Pour tout. Pour la façon dont j'ai mis fin à tout ça. Emily, arrête. Tu n'as rien à faire d'autre que de survivre à cette nuit. Les excuses peuvent attendre. D'accord, murmura-t-elle. On est resté silencieux pendant un instant. Tu répondras si je rappelle, demanda-t-elle. Question légitime. Je ne sais pas, dis-je, en étant honnête. Rappelle-moi demain. Ça marche. Emily, une dernière chose. Quand tu parleras à ta mère, demande-lui de vérifier si la boîte de Brandon est cotée en bourse. Si c'est le cas, demande-lui ce qu'il arrive au cours des actions quand la vie personnelle du PDG devient un scandale. Je l'entendis reprendre son souffle. Si Brandon avait gardé son mariage secret pour des raisons professionnelles, alors le faire éclater lors d'un mariage devant des investisseurs et des partenaires ne ruinerait pas seulement sa vie personnelle. Ça ruinerait aussi sa carrière. Je vais me renseigner, dit Emily. Bien. Maintenant, essaie de dormir. Merci, Michael, de m'avoir écouté. De ne pas avoir été un connard alors que tu en avais toutes les raisons. Être un connard, c'est facile, dis-je. Être quelqu'un de bien, c'est dur. Nous avons raccroché. Je suis resté debout dans mon appartement vide, des cartons partout, et j'ai pensé qu'en dehors de Zurich, les gens dînaient, les couples se promenaient au bord du lac. Quelque part, quelqu'un se mariait probablement. Et quelque part à San Francisco, Emily enlevait sa robe de mariée et faisait face au fait que la vie qu'elle avait choisie était bâtie sur des mensonges. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché Next Gen Technology. J'ai trouvé leur symbole boursier, leur rapport trimestriel, le nom de Brandon en tant que PDG et actionnaire majoritaire. Puis j'ai cherché Jessica Collins à nouveau. J'ai trouvé son profil LinkedIn, son parcours professionnel, ses postes au conseil d'administration, et là, enfoui dans sa bio, il y avait le détail qui a tout fait basculer. Jessica Collins n'était pas seulement la femme de Brandon. Elle était la fille de Robert Anderson, fondateur d'Anderson Industries, l'un des plus grands fabricants de technologies de la zone Pacifique. Le mari de Patricia Anderson, le père de Jessica, le principal investisseur de Brandon. Toute la société de Brandon était financée par l'argent de son beau-père. Si Brandon divorçait de Jessica, cet argent disparaîtrait. Ce qui signifiait que Brandon était coincé entre un mariage dont il voulait se sortir et une entreprise qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Alors, il avait fait ce que les gens font quand ils sont piégés. Il avait essayé de tout avoir. Il avait gardé Jessica comme épouse, sur le papier, comme partenaire commercial, en réalité, comme lien avec l'argent. Et il avait gardé Emily comme amante, comme échappatoire, comme fantasme d'une vie différente. Jusqu'à ce que Patricia Anderson décide que trop, c'était trop. J'ai refermé mon ordinateur portable et j'ai pensé à la façon dont nous sommes tous des personnages dans des histoires que nous ne comprenons pas entièrement, prenant des décisions basées sur un manque d'informations. Emily m'avait appelé parce que j'étais une valeur sûre. Parce que j'étais à 7000 km de là. Parce qu'elle savait que j'avais été là où elle était maintenant, debout dans les décombres, essayant de comprendre ce qu'il fallait faire ensuite. La différence, c'est que j'avais été poussé, elle avait sauté. Et maintenant, elle apprenait ce que j'avais appris. Que la chute est la même, dans les deux cas. Mon téléphone a vibré. Un texto de Tyler. Mec, t'as vu le compte Instagram d'Emily? Elle a tout supprimé de son mariage. Putain, qu'est-ce qui s'est passé, ai-je répondu. C'est une longue histoire. Je t'appelle demain. Après, je me suis versé un verre de whisky et je me suis assis dans mon fauteuil avec mes vis mystérieuses et je me suis autorisé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 mois. Pas du bonheur, exactement. Pas de la satisfaction, mais peut-être le sentiment que l'univers, parfois, remet les pendules à l'heure. Dimanche matin, je me suis réveillé avec 12 textos, 4 appels manqués, 2 messages vocaux, tous d'Emily. Le premier texto est arrivé à 2h47 du matin, heure locale. 5h47 de l'après-midi à San Francisco. J'ai suivi ton conseil. J'ai bloqué Brandon. J'ai parlé à ma mère. Tu avais raison sur toute la ligne. À 3h15 du matin, elle a trouvé les coordonnées de Patricia. Je vais l'appeler demain. À 3h33 du matin, j'arrive pas à dormir. J'arrête pas de penser à toutes les fois où Brandon a annulé nos plans.
Disait que c'était le boulot. Il était avec elle? Avec Jessica. À 3h52 du matin, j'ai trouvé des photos sur le Facebook de Jessica. Elle les avait laissées en public. Il y en a une de Noël dernier. Brandon avec un bonnet de Père Noël. Chez ses parents à elle, grande réunion de famille. Il m'avait dit qu'il était à New York pour un congrès. À 4h20 du matin, je suis tellement conne. Je suis tellement conne. Après, les textos se sont arrêtés. À 7h15 du matin, t'es réveillé? Faut que je te raconte un truc. Je lui ai répondu. Je suis réveillé. C'est quoi? Je peux t'appeler. Donne-moi 10 minutes. Faut que je me fasse un café. J'ai fait du café, fort cette fois, et je l'ai rappelé. Salut. Sa voix était rauque, épuisée. T'as une sale tête. Je suis encore pire. T'as dormi un peu. Peut-être 2 heures. J'arrêtais pas de me réveiller en me disant que c'était un cauchemar, et puis je me souvenais que c'était vrai. T'as appelé Patricia, ai-je demandé. Ce matin à 7 heures. Heure locale. J'ai pas réfléchi à si c'était trop tôt. Fallait juste que je sache. Et elle a répondu comme si elle s'attendait à mon appel. Émilie a bougé. Bruit de tissu. Elle était sympa, Michael. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Elle était pas cruelle, elle cherchait pas à se venger. Elle était gentille, patiente. Comme une prof qui t'explique un truc compliqué. Elle t'a raconté quoi? Tout. La voix d'Émilie a baissé. Jessica et Brandon se sont mariés il y a 4 ans. Jeune amour, coup de foudre. Brandon venait de lancer Next Gen. C'était lui et un ordinateur portable, en gros. Jessica croyait en lui. Et alors? Son père aussi. Robert Anderson a mis l'investissement initial, 2 millions de dollars. Mais il y avait des conditions. Laisse-moi deviner. Ai-je dit, le mariage en était une. Pas exactement, mais presque. Robert voulait être sûr que son investissement était lié à quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Quelqu'un de lié par plus qu'un contrat commercial. Alors Brandon a épousé Jessica, et Robert a continué à signer des chèques. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Quand est-ce que ça a dérapé, ai-je demandé. Environ 2 ans après le mariage. La boîte de Brandon grandissait vite. Il était tout le temps en voyage. Jessica est chirurgienne traumatologue, elle fait 80 heures par semaine. Ils se croisaient. Ils se sont éloignés mais n'ont pas divorcé. Parce qu'à ce moment-là, NextGen valait 50 millions de dollars. Et l'argent de Robert Anderson était tissé dans tout. La structure de l'entreprise était compliquée. Robert possédait 30%, Brandon en possédait 40%. Le reste était partagé entre les premiers investisseurs. Mais les parts de Robert venaient avec des droits de vote spéciaux. Si Brandon divorçait de Jessica, Robert pouvait le forcer à quitter sa propre entreprise. J'ai sifflé. C'est un sacré contrat de mariage, hein. Alors Brandon était coincé. Il ne pouvait pas quitter Jessica sans tout perdre. Mais il n'était pas heureux, le mariage était mort. C'était juste des colocataires qui se montraient ensemble aux événements familiaux. Entre en scène toi, entre en scène moi. La voix d'Émilie est devenue amère. Derek m'a dit qu'il était célibataire. Qu'il avait eu une relation sérieuse qui s'était mal terminée. Qu'il n'était pas prêt pour quelque chose de sérieux. Intense au début. Mais ensuite, il m'a rencontré, et tout a changé. Il m'a fait me sentir spécial. Michael. Je n'ai rien dit. Selon Patricia, Brandon a déjà fait ça avant. Pas le mariage, ça c'était nouveau. Mais les tromperies. Il y a eu d'autres femmes. Des liaisons que Jessica connaissait mais tolérait parce que le divorce n'était pas une option. Alors pourquoi Patricia a planté ton mariage? Parce que Brandon a franchi une ligne. Les liaisons, c'était une chose. Jessica pouvait vivre avec ça tant qu'elles étaient discrètes. Mais le mariage, la bigamie, c'était différent. C'était illégal. C'était un scandale qui pouvait détruire l'entreprise, la réputation de la famille, les relations d'affaires de Robert. Alors Jessica a envoyé sa mère pour arrêter ça. Pas exactement. Patricia dit que Jessica n'était pas au courant du mariage jusqu'à une semaine avant.
Un des associés de Brandon a posté un truc sur LinkedIn pour le féliciter. Jessica l'a vu, a confronté Brandon. Il a juré que c'était une erreur, mais il n'a pas géré. Alors Jessica a engagé un détective privé, a obtenu des preuves de tout. Les préparatifs du mariage, le lieu, la demande de licence de mariage. Où Brandon a commis une fraude en prétendant être célibataire. C'est un crime passible de poursuite en Californie. Je m'en souviens, j'ai traité ce genre d'affaires. Brandon n'avait pas juste été imprudent, il avait commis un délit. Jessica voulait annuler le mariage discrètement, reprit Emily. Elle a essayé d'appeler Brandon. Il ne répondait pas. Elle a essayé d'appeler la salle. Ils lui ont dit que seul le couple pouvait annuler. Elle a essayé de m'appeler. Tu as répondu? Non. Je ne reconnaissais pas le numéro. J'étais occupé avec les préparatifs du mariage. J'ai laissé sonner. Elle n'a pas laissé de message. Si Emily avait répondu à cet appel, tout aurait été différent. Alors Jessica l'a dit à sa mère, continua Emily, et Patricia a décidé que si on devait avoir un mariage public, on aurait aussi une révélation publique. Et maintenant, demandai-je. Ça te laisse où, tout ça? Juridiquement, je ne sais pas trop. Patricia dit que le mariage n'est pas valide parce que Brandon était déjà marié quand on a fait la demande de licence. Donc, techniquement, je ne suis pas marié. La cérémonie, c'était juste du théâtre. Et émotionnellement? La question l'a pris au dépourvu. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je n'arrête pas de penser aux 2 dernières années. À tout ce que Brandon a dit. Chaque promesse, chaque fois qu'il me disait qu'il m'aimait. Est-ce qu'il y avait une part de vérité là-dedans? Est-ce que ça a de l'importance, dis-je. Si c'était vrai pour lui, c'était vrai pour toi. Tes sentiments étaient réels. Les choix que tu as faits étaient réels. Les conséquences sont réelles. Ce que Brandon ressentait, c'est son histoire. À toi de comprendre la tienne. Elle pleurait à nouveau, doucement. Comment fais-tu pour rester aussi calme face à ça? Je t'ai quitté pour lui. J'ai divorcé parce que je pensais que Brandon était mieux. Et maintenant, tu m'aides à traverser le pire jour de ma vie. Comment ça se fait que tu ne jubiles pas? C'était une question légitime. Une partie de moi est contente que ce soit arrivé, dis-je. Une partie de moi s'est sentie satisfaite quand j'ai entendu parler de ton mariage qui implosait. Une partie de moi pense que tu as mérité cette souffrance. Mais la plus grande partie se souvient de ce que j'ai ressenti quand tu es parti. Comme j'étais insignifiant, comme je me sentais nul. Et je me souviens avoir pensé que je ne souhaiterais ça à personne. Pas même à toi. Michael, je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Je le dis parce que tu as demandé la vérité. La vérité, c'est que je suis assez humain pour me sentir vengé et assez décent pour t'aider quand même. Les deux peuvent être vrais. Le silence s'étira entre nous. Merci, finit-elle par dire. D'être honnête. D'être là. D'être meilleur que je ne l'ai été. Je ne suis pas meilleur. Je suis juste plus avancé dans le processus. Tu vas y arriver aussi. Nous avons parlé un moment, d'avocat, de gestion de crise et de la façon dont Emily allait gérer son travail. Elle avait pris un congé quand nous avons raccroché. Le soleil était bien levé sur Zurich, ce lundi matin. Début d'une nouvelle semaine. Et, dès le lundi matin, heure de San Francisco, les retombées ont vraiment commencé. J'ai appris ça de Tyler, qui m'a appelé à 4h30 du matin, heure de Zurich. Faut que tu vois ça, dit-il. Regarde TechCrunch, Forbes, Bloomberg. Brandon se fait démolir. J'étais déjà en train d'ouvrir mon ordinateur portable. Qu'est-ce qui s'est passé? Jessica a tout balancé publiquement. Déclaration complète. Son avocat l'a diffusé dimanche soir. C'est partout. L'article de Forbes se chargea. Le titre était brutal. Le PDG de Next Gen Technology, Brandon Collins, mis à nu, des allégations de fraude matrimoniale ébranlent la Silicon Valley. J'ai lu l'article. La déclaration de Jessica par l'intermédiaire de son avocat, dénonçait ce qu'elle appelait un schéma de tromperie et de fraude de la part de son mari. La déclaration précisait que Jessica avait entamé une procédure de divorce et demandait une enquête sur la fraude potentielle dans les affaires de Brandon. Robert Anderson a publié une brève déclaration par l'intermédiaire d'Anderson Industries.
Nous réexaminons toutes les relations commerciales et les positions d'investissement à la lumière des récentes révélations. L'action de NextGen a chuté de 23% après la clôture de la bourse. 23%, dis-je à Tyler. En une journée. Et ce n'est que le début. Ça va être un carnage. Où est Emily dans tout ça? C'est là que c'est intéressant. Elle n'est pas mentionnée par son nom dans la déclaration de Jessica, juste décrite comme une autre femme. Les avocats de Jessica présentent Emily comme une victime de la tromperie de Brandon. Jessica était stratégique. Elle ne s'en prenait pas à Emily. Elle s'en prenait à Brandon. Et en présentant Emily comme une autre victime, Jessica fait en sorte que tout ça tourne autour du comportement de Brandon. Est-ce qu'Emily a vu ça? Demandai-je. Aucune idée. C'est toi qu'elle appelle ces temps-ci. Avant que je puisse décider si je devais prévenir Emily, elle m'a appelé. Dis-moi que tu n'as pas vu les nouvelles, dit-elle immédiatement. Je les ai vues, F. C'est grave? Je lui ai expliqué la déclaration. La stratégie de Jessica, comment elle se concentrait sur la fraude de Brandon, pas sur les histoires de cœur. La façon dont Emily est dépeinte comme une victime. Je ne me sens pas comme une victime, dit Emily. Je me sens comme une idiote. Ce n'est pas incompatible. L'action de Brandon a chuté de 23%, sa boîte va couler. Probablement. Tant mieux, dit-elle. Le mot était dur, tranchant. Tant mieux. Que ça crame. Voilà, la colère, la rage qui remontait à la surface. Choc et tristesse. Vous avez le droit d'être en colère, dis-je. Moi, je suis furieux. J'ai épluché tous les textos que Brandon m'a envoyés. Absolument tous. Et vous savez ce que j'ai découvert? Que tout était un mensonge. Chaque « je t'aime » était un mensonge. Chaque « j'ai hâte de construire une vie avec toi » était un mensonge. Sa voix montait en puissance. Des années de contrôle d'Emily qui volaient en éclats. J'étais la maîtresse, Michael. Je croyais vivre une grande histoire d'amour, mais j'étais juste le secret honteux. J'étais tellement persuadé de faire une bonne affaire. Je me disais que tu n'étais pas assez ambitieux, pas assez brillant. Je me disais que Brandon était tout ce que tu n'étais pas. Et vous savez quoi? J'avais raison. Il était tout ce que tu n'étais pas. Un menteur, un escroc, un type qui avait besoin de 2 vies pour se sentir entier. Elle pleurait maintenant, mais différemment, plus clairement. Des larmes qui apportent de la lucidité. Tu es un bon mari, dit-elle. Pas parfait, mais bon. Honnête. Fidèle. Tu as été présent. Tu as fait des efforts. Et j'ai jeté tout ça par la fenêtre parce que Brandon avait un plus bel appartement et qu'il me faisait sentir spécial. Emily, tu n'es pas obligée de. Si, je le suis. Tu as été si gentil avec moi. Tu n'aurais pas dû l'être. Tu aurais dû te moquer, mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as aidé, et j'ai besoin que tu le saches. Et je le vois. Je ne savais pas quoi dire, alors je n'ai rien dit. Mon avocat a appelé ce matin, dit Emily, d'une voix plus calme. Le mariage n'est pas valide. Brandon a commis une fraude. Donc légalement, je suis toujours Emily Chen, toujours divorcée de toi, jamais mariée à Brandon. Tout ça, c'était du cinéma. Nous avons parlé stratégie juridique, de la façon dont elle allait gérer la situation. Finalement, nous nous sommes dit au revoir. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, à me dire qu'il était quand même dingue que je sois venu jusqu'ici pour fuir mon mariage qui partait en vrille, pour finalement me retrouver replongé dans celui d'Emily. 3 semaines passèrent. Emily n'avait pas appelé. Elle avait envoyé quelques textos de temps en temps, de brèves nouvelles. Elle s'était inscrite à une formation en psychologie du conseil, avait déménagé dans un logement plus petit, s'était mise à l'escalade, m'avait envoyé des photos d'elle, où elle ressemblait plus à elle-même que je ne l'avais vue depuis des lustres. J'ai envoyé des photos de Zurich, de mon appartement enfin terminé. Nos messages étaient amicaux, prudents, sains. J'avais commencé à voir un thérapeute parce qu'à Zurich, on prend la santé mentale au sérieux. Le travail allait bien. Je m'étais fait des amis. J'étais en train de me construire une vie. Puis, un mardi soir, mon téléphone a sonné. Numéro de San Francisco. Je ne le connaissais pas, Michael Chen? Une voix d'homme. Professionnel.
Je m'appelle Robert Walsh. Je suis avocat chez Walsh & Associates. Je représente le docteur Jessica Collins dans son divorce. Mon estomac s'est noué. D'accord. Comment puis-je vous aider? Je vous appelle parce que Derek Morrison a intenté une action en justice contre plusieurs personnes, dont vous. Les mots ne faisaient pas tilt. Pardon? Brandon Collins a intenté une action civile pour diffamation, atteinte à l'exercice d'une profession et complot. Les accusés sont le docteur Jessica Collins, Patricia Anderson, Emily Chen et Yu. Je me suis assis. C'est dingue. Je n'ai rien fait. La plainte de Monsieur Collins prétend que vous avez tous les quatre travaillé ensemble pour ruiner sa réputation professionnelle. Il dit que vous avez donné à Emily des informations qu'elle a utilisées pour se retourner contre lui. Que vous avez conspiré avec le docteur Collins et sa mère, que vous êtes en partie responsable de sa ruine. J'ai même ri. Toute cette histoire était folle. Ce n'est même pas vrai. J'étais à Zurich quand tout ça s'est passé. Je savais à peine ce qui se passait avant que tout ça ne soit fini. Je vous crois, Monsieur Chen. Et cette plainte est inutile, mais elle est bien réelle. Et vous aurez besoin d'un avocat. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Il m'a donné des noms d'avocats, m'a expliqué le calendrier. Après avoir raccroché, je suis resté planté là, hébété. Brandon me poursuivait en justice pour avoir ruiné sa réputation. Emily a appelé 5 minutes plus tard. Tu as reçu un appel d'un avocat? Il y a 30 secondes. Toi. Il y a 5 minutes. Brandon nous attaque. Tous. T'as entendu ce qu'il dit? Conspiration, diffamation. C'est de la pure invention. Ça va coûter des milliers en frais d'avocat pour se défendre contre une plainte qu'on ne mérite pas, je sentais la panique dans sa voix. Emily, respire. Cette plainte ne vaut rien. N'importe quel bon avocat la fera rejeter. Mais si ce n'est pas le cas, ça n'arrivera pas. Les faits ne l'étaient pas. Brandon a menti sur des documents légaux. Brandon a commis un acte de bigamie. La vérité est de notre côté. La vérité ne l'a pas empêché de nous attaquer. Appelle un avocat. Laisse-les s'en occuper. Concentre-toi sur ta vie, sur ta formation. Ne laisse pas Brandon te replonger dans ses problèmes. Tu as raison. C'est juste Brandon qui fait du Brandon. Prends un avocat. Laisse-le gérer ça. Après avoir raccroché, j'ai appelé Tyler. Tu ne vas pas en revenir. Brandon te poursuit en justice. Comment tu le sais déjà? L'avocat d'Emily m'a appelé. Il voulait savoir où tu étais. Je leur ai dit que tu étais à Zurich à te morfondre à cause de ton divorce, pas à préparer une vengeance. Quoi d'autre sais-tu? Tyler a fait une pause. Bruit de clic. Brandon a déposé la plainte *pro ce *. Ça veut dire qu'il se représente lui-même. Aucun avocat ne prendrait cette affaire. J'en ai trouvé une copie en ligne. C'est public. C'est dingue. On dirait un extrait de son journal intime. Il a carrément écrit « Les accusés ont conspiré pour détruire ma vie parce qu'ils étaient jaloux de ma réussite. Envoie-moi le lien. » 5 minutes plus tard, j'étais en train de lire ça. Tyler avait raison. 43 pages de théorie du complot expliquant comment Jessica, sa mère, Emily et moi nous étions ligués pour le détruire. Rien de tout ça n'était vrai. Rien n'avait le moindre sens. La chronologie était complètement fausse. Les faits? Faux, aussi. Brandon avait inventé toute une histoire où il était la victime, et pas celui qui avait foutu le bordel. J'ai rappelé l'avocat de Jessica et je lui ai lu l'assignation. C'est de la folie pure. Sérieusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sera plus facile de s'en débarrasser. La mauvaise nouvelle? Faut quand même répondre. Ça va coûter combien, cette histoire? Probablement entre 5 et 10 000, juste pour déposer une requête en irrecevabilité. 5 à 10 000 pour me défendre contre les mensonges d'un type qui m'a déjà fait vivre un enfer pendant des mois. Ce soir-là, j'ai reçu un email de Jessica. Daniel, je suis désolé que tu sois mêlé à ça. Mon avocat dit qu'on devrait coordonner nos réponses. Et aussi, je tiens à te dire que je prendrai tes frais d'avocat en charge. C'est en partie de ma faute. J'ai répondu. Jessica, c'est pas de ta faute.
T'as pas obligé Brandon à commettre une fraude ou à déposer une plainte à la con. J'apprécie l'offre, mais je gère. Le plus important, c'est qu'on se coordonne et qu'on fasse rejeter cette affaire. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. T'es têtu. Bon. Mais si tu changes d'avis, l'offre tient toujours. Au fait, Émilie m'a appelé. Elle est au fond du trou. Elle aurait peut-être besoin de t'entendre. J'ai songé à appeler Émilie. Bof. Faut qu'elle gère son anxiété elle-même. Je peux la soutenir, mais je peux pas être sa seule béquille. À la place, j'ai cherché des avocats en Californie et j'ai envoyé des demandes de consultation. Ensuite, j'ai préparé du thé et je me suis assis près de la fenêtre, à contempler Zurich. Demain, je m'occuperai des avocats et des procès. Ce soir, je me détends. L'assignation a été rejetée en 6 semaines. 6 semaines d'aller-retour juridique et de déposition par appel vidéo depuis Zurich à des heures improbables. La juge n'a pas mâché ses mots dans sa décision. Le tribunal estime que la plainte du demandeur ne peut être admise. Les allégations ne sont pas basées sur des faits, mais sur des suppositions et des théories du complot. Le demandeur semble chercher à blâmer les défendeurs pour des problèmes causés par sa propre fraude. Ce procès est inutile et presque malveillant. La requête en irrecevabilité est accordée. Le demandeur doit payer les frais d'avocat des défendeurs. Brandon devrait payer nos factures d'avocat. Environ $40 000. Une somme qu'il n'avait pas. Mais c'était le principe qui comptait. La juge a tout de suite vu clair dans le baratin de Brandon. Émilie a appelé le jour où la décision est tombée. On a gagné. La juge l'a démoli. J'ai dit, j'ai vu. T'es contente? Je suis soulagé. Être vengé voudrait dire que je me soucie plus de Brandon que ce n'est le cas. Surtout, je suis juste contente que ce soit fini. Amanda veut fêter ça, a dit Émilie. Elle pense qu'on devrait se réunir tous les 4. Elle, sa mère, toi et moi. Une espèce de fête des survivants. Je lui ai dit que t'étais à Zurich, mais elle a dit qu'elle nous emmènerait quelque part de neutre. J'y ai réfléchi. Les 4 personnes que Brandon a essayé de ruiner, célébrant son échec. Il y avait quelque chose de parfait là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, ai-je demandé. T'as envie de faire ça? Je sais pas. Une partie de moi oui. Une partie de moi pense qu'il vaudrait mieux oublier ça. Mais Jessica a l'air de penser qu'on a besoin de tourner la page. Alors pense à ce dont toi t'as besoin. Pas à ce dont Jessica a besoin, pas à ce dont moi j'ai besoin. De quoi tu as besoin? Elle est restée silencieuse pendant une seconde. Je crois que j'ai besoin de te voir. Pas comme ça, mais juste pour prouver qu'on peut tous les deux être bien dans la même pièce. La preuve qu'on a surmonté ça. D'accord, ai-je dit. Alors faisons-le. Mais quelque part au chaud. Émilie a ri. Je vais lui dire. Elle va probablement choisir un truc ridicule. Finalement, ce fut Lisbonne. Jessica a tout organisé. Un hôtel de luxe, des réservations au restaurant, tout le week-end. On était censé se retrouver vendredi à 7 h, dîner à 8 h. J'ai volé de Zurich un vendredi début mars. Le printemps arrivait, et la lumière rendait juste tout possible. Je suis arrivé le premier, j'ai enregistré, et je me suis tenu sur mon balcon en regardant le Tage. C'était fou de penser à quel point tout cela aurait semblé impossible il y a 6 mois. Émilie est arrivée 20 minutes plus tard. J'étais au bar de l'hôtel quand elle est entrée. Elle m'a vu, a souri et s'est approchée. Salut, a-t-elle dit. Salut. On s'est embrassé, mais pas trop. Gênant. Des progrès. Ta bonne mine, a-t-elle dit. Zurich te réussit. T'es différent. Différent, en bien. Je me suis coupé les cheveux. Et je fais de l'escalade 3 fois par semaine. En fait, être en colère, c'est génial pour la motivation. Nous avons commandé des verres et avons discuté en attendant Jessica et Patricia. La conversation était facile. Étonnamment facile. On a parlé du programme d'Émilie, de mon travail, de l'absurdité du procès de Brandon. Jessica et Patricia sont arrivées ensemble, toutes les deux avec cette aura confiante des femmes qui ont survécu à quelque chose d'horrible et qui en sont ressorties plus fortes. Nous nous sommes présentés, nous nous sommes serrés la main,
cette sensation un peu bizarre de rencontrer des gens qu'on ne connaissait qu'à cause d'une crise. Au dîner, on a d'abord évité de parler de Brandon, on s'en est tenu à des sujets sans risque, les voyages, le travail, la beauté de Lisbonne. Mais on y est revenu. C'est Patricia qui a lancé le sujet. Je pense qu'il faut qu'on parle de l'éléphant au milieu du salon. Ou, tu vois, du mec absent qui nous a tous réunis. Brandon. Jessica a regardé sa mère. On est obligé? On peut, a dit Patricia. Mais je ne pense pas qu'on le fera. Pas vraiment. Pas tant qu'on n'aura pas dit ce qui s'est passé. D'accord, a dit Jessica. Alors disons-le. Brandon nous a tous menti. Il a joué avec nous. Il a blessé des gens. Il en a payé le prix. Point. On peut passer à autre chose, maintenant? On peut, a demandé Patricia. Tu es encore en colère, Jessica? Bien sûr que je suis encore en colère. Il a gâché 4 ans de ma vie. Il a utilisé l'argent de mon père. Il m'a ridiculisé devant tout le monde. Ouais, je suis en colère. Mais je gère. Comment, ai-je demandé. La question m'a surpris autant qu'elle a semblé surprendre Jessica. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu gères la colère? Ça se traduit comment? Jessica m'a regardé. Je me jette à corps perdu dans le travail. J'ai pris des heures supplémentaires. Je me suis inscrite à Médecins sans frontières justement parce que c'est dans un endroit sans Internet. Je vais littéralement dans une zone de guerre pour échapper à mes sentiments. Ça a l'air sain, a dit Emily, sans vraiment le penser. Ça ne l'est pas, Jessica. Je sais que ça ne l'est pas. Ma psy en a parlé. Mais je ne connais pas d'autres moyens. Je suis doué pour réparer les corps, nul pour réparer les sentiments. On ne répare pas les sentiments, ai-je dit. On les laisse être. On les laisse exister. Patricia m'a regardé, genre, bien joué. Tu as fait ce travail, toi, n'est-ce pas? Moi, je suis encore dessus. Pas fini. Mais je suis plus doué pour gérer les mauvais sentiments maintenant. Emily était restée silencieuse. Moi. J'ai été en colère, moi aussi, a-t-elle dit. Contre Brandon, contre moi-même. Mais en dessous de ça, je crois que j'ai juste honte. Je me suis fait avoir par quelqu'un qui mentait sur tout. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit que tu es humaine, a dit Patricia. Tu as fait confiance à quelqu'un qui semblait digne de confiance. Il n'y avait aucun signe, a dit Jessica. Brandon était doué pour cacher les choses. Je n'ai pas su que tu existais pendant 2 ans, et j'étais marié avec lui. Emily a regardé Jessica. 2 femmes qui avaient aimé le même homme, et qui s'étaient toutes les 2 fait avoir. Je suis désolée, a dit Emily doucement. Pour ma part dans ta souffrance. Je sais. Je ne savais pas, mais j'ai quand même joué un rôle. Je sais, a dit Jessica. Je t'ai pardonné il y a des mois. Elles se sont regardées, une compréhension tacite entre elles. Et toi, Michael, a demandé Patricia. Tu as été blessé avant Brandon. Comment va ta colère? J'ai repensé au divorce, à l'infidélité, au sentiment de ne pas être à la hauteur pendant des mois. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. En tout cas, pas en général. Certains jours, je me réveille et je me souviens, mais la plupart du temps, je ressens juste rien. Le départ d'Emily a fait mal. Le départ d'Emily pour Brandon a fait encore plus mal. Mais ça m'a permis de partir aussi. De construire quelque chose de nouveau. Je suis reconnaissant pour ça. Tu es reconnaissant que je t'ai quitté, a demandé Emily. Pas reconnaissant que tu sois parti. Reconnaissant pour ce qui s'est passé après. Pour Zurich. Pour ce que je suis en train de devenir. Si tu n'étais pas parti, je serais peut-être resté dans un mariage qui nous tuait tous les 2. Tu as eu le courage d'y mettre fin. J'en ai tiré quelque chose de bien. Les yeux d'Emily se sont embués. C'est la façon la plus douce de voir ce que j'ai fait. Patricia a levé son verre. À la liberté, alors. Quelle que soit la façon dont on la trouve. Nous avons tous levé nos verres, nous les avons fait teinter, nous avons bu. Le dîner a continué. Nous avons parlé de projets, de la bourse de Jessica, du programme d'Emily, de mon poste peut-être permanent à Zurich. Nous avons parlé de tout sauf de Brandon. Il était devenu un rien, une note de bas de page.
Après le dîner, nous avons déambulé dans l'Alfama. Les petites rues, la musique, les tramways, la beauté de la ville après avoir survécu. Nous avons fini par arriver à un endroit avec vue sur le fleuve, tous les quatre à regarder les lumières sur l'eau. C'est bizarre, a dit Emily. Nous, tous ensemble. La vie est bizarre, a dit Jessica. On fait des plans. Dieu se marre. On s'adapte. Ou pas, a ajouté Patricia. Certains n'y arrivent jamais. Ils restent coincés à blâmer tous les autres. Comme Brandon. Vous croyez qu'il changera un jour, a demandé Emily. Non, a dit Jessica, catégorique. Il passera sa vie à penser qu'il a été lésé. C'est lui. Et ce n'est plus notre problème, et ça ne l'a jamais été, ai-je dit. Il a fait ses propres choix. Nous, on s'est juste fait prendre dedans. Nous sommes restés là, 4 personnes liées par des histoires moches, au bord de l'Europe, à regarder l'océan. Je suis contente qu'on ait fait ça, a dit Jessica. Ce week-end. 7. Conclusion. Je n'étais pas sûr qu'on en avait besoin, mais je crois que si. Ouais, a dit Emily. Je me sens plus légère. Et toi, Michael, a demandé Patricia. Tu as l'impression d'avoir trouvé une conclusion? J'ai repensé à ce mot, à la façon dont les histoires se terminent, à la façon dont la douleur s'en va. Je ne sais pas si je crois à la conclusion, ai-je dit. Je pense qu'on garde tout avec soi. On ne referme pas ses livres. On tourne juste la page et on en commence de nouveau. Les anciens sont toujours là, ils font toujours partie du livre, mais on ne les lit pas en ce moment. C'est profond, ça, a dit Jessica. C'est le chocolat. Ils ont tous ri. On est resté là 1 heure de plus, à discuter, à ne rien dire, juste à être ensemble. Puis on est rentré, on a fait des plans pour le petit déjeuner, on s'est fait la bise dans ma chambre. Je suis retourné sur le balcon, à regarder Lisbonne. J'ai pensé à Brandon, où il était, ce qu'il faisait. Et j'ai réalisé que je m'en fichais. Pas dans un accès de rage. Je m'en fichais, tout simplement. Brandon, c'était un chapitre. Un gros, un mauvais, mais pas toute l'histoire. La vraie histoire, c'était ce qui était venu après Zurich. Aller mieux. Apprendre à être seul et à aller bien. Aider les gens sans me perdre moi-même. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Emily. Astérisque, merci d'être venu. Merci d'être toi, astérisque. Ce week-end comptait. J'ai répondu. Astérisque, merci de m'avoir invité, astérisque. Astérisque, dors bien, astérisque, puis j'ai posé mon téléphone et je suis allé me coucher. Demain, petit déjeuner, balade dans Lisbonne, peut-être des musées ou des cafés. Et puis on rentrerait tous. Émilie à la fac, Jessica à sa bourse, Patricia au boulot. Moi à Zurich, dans mon appartement avec de vraies affaires. Retrouver mes amis, mes matchs de basket. Retrouver ma vie, celle que j'avais reconstruite à partir du chaos. Et c'était ça, la vraie fin. Pas Lisbonne, pas un tribunal, pas même l'échec de Brandon. Juste savoir que j'allais bien, que j'avais réussi, et que je construisais quelque chose de bien. Et c'était suffisant.